Alors, quelles perspectives et quelles adaptations face aux nouveaux enjeux de la mobilité post-Covid? C'est le sujet de notre conférence avec Keolis, l'un des leaders mondiaux de la mobilité partagée, présent dans 15 pays et sur 5 continents. Nous allons nous intéresser au mode de vie et attentes en matière de mobilité des franciliens. Alors, comment analyse-t-on les données de déplacement et d'usage multimodal pendant cette période de Covid-19? Quelles sont les tendances et les attentes des usagers des transports publics et comment on adapte aussi les offres de mobilité dans le contexte actuel? Quels sont les grands enjeux aujourd'hui? Keolis, oui, ouvre le débat avec à mes côtés pour nous apporter toutes leurs précisions. Yoann Dupuis, directeur général adjoint en charge de l'Île-de-France chez Keolis. Bonjour. Bonjour. Éric Charéron, directeur prospective mode de vie et mobilité dans les territoires chez Keolis. Bonjour. Et David O'Neill, directeur exécutif études et conseils chez Kisio. Bonjour. Bien, merci à tous les trois d'être présents. Je vais commencer avec vous, David. Dans le contexte actuel, donc ce contexte post-crise, quelles sont les nouvelles solutions techniques de mesure des déplacements que vous mettez en œuvre et également leur évolution? Pour répondre aux besoins des différents acteurs de la mobilité, transporteurs, autorités organisatrices, il y a eu le besoin effectivement de voir les choses de façon à la fois plus massive et plus réactive. Alors il y a évidemment tout le panorama des enquêtes classiques qu'on peut avoir pour comprendre les évolutions et on les accompagne aujourd'hui en plus avec des solutions de GPS technique. Donc on va récupérer les données GPS des smartphones. On a des échantillons pour ça qui sont très larges. 1 million de personnes en Île-de-France à peu près, dont on suit quotidiennement les déplacements. Avec un processus technique assez exclusif, on va faire remonter ces données-là et pouvoir les interpréter. On peut les interpréter de façon assez globale. Vous le voyez sur les données qui s'affichent, c'est-à-dire d'avoir une vision des points chauds en termes de mobilité. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'en mesurer l'évolution. Ce qui a été intéressant dans ce qu'on a regardé, c'est la façon dont, en situation normative, février 2020, on va voir un peu le centre, le soleil de la mobilité francilienne, c'est-à-dire Paris et la très proche petite couronne, s'éteindre progressivement, tandis que tout le reste de la mobilité reste quand même encore assez dynamique. Et donc ça permet de mesurer ces évolutions sur des niveaux globaux, mais aussi d'aller plus fin, et aussi de regarder les choses mode par mode, en distinguant ce qui se passe dans les transports en commun, ce qui se passe sur les véhicules individuels, sur les piétons et même maintenant, depuis peu, sur les vélos. Très bien, merci pour ces explications. Alors, quel est le degré de précision? Comment on mesure, comment on analyse les données? Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? Oui, bien sûr. On peut aller assez fin, c'est-à-dire qu'on peut arriver à mesurer des évolutions dans les fréquentations piétonnes, par exemple, rue par rue. Un de nos clients nous a demandé, par exemple, d'isoler toutes les rues avec les écoles et de regarder les fréquentations heure par heure. Alors, on ne peut pas donner des données absolues, mais on peut mesurer ces évolutions-là. Et on peut aussi cibler des éléments. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est de regarder les choses en part de marché, c'est-à-dire entre une origine et une destination, par exemple Argenteuil et Paris. Combien il y a de personnes qui se déplacent tous les jours? Donc ça, c'était des choses qui étaient très compliquées à avoir avec des enquêtes. Donc on peut savoir qu'il y a à peu près 120 000 personnes qui vont se déplacer entre Paris et Argenteuil, et ensuite de regarder quels vont être les vecteurs de choix des moyens de transport. Et donc on va s'apercevoir de la rationalité très forte du choix des voyageurs. En heure de pointe, ils vont être 85% à utiliser le transport en commun. Et en fait, quand on regarde, les données GPS permettent du coup de suivre le temps de voyage tel qu'il est vécu par les voyageurs, et on se rend compte qu'à cette heure-ci, effectivement, il est beaucoup plus rapide sur la plupart des destinations de prendre le transport public. En revanche, la nuit, là où le fer ne marche plus et on a du bus à la place, la voiture est beaucoup plus rapide, et donc la part de marché de la voiture monte, elle, à 85%. Donc ça, c'est intéressant de regarder, et on voit que dès lors que le TC est compétitif, on a pris un autre exemple, par exemple à Saint-Quentin en Yvelines, en gros les gens se déplacent en moyenne en voiture autour de 19 km/h. Et en transport en commun autour de 15, et à pied, de façon générique, un peu partout à 5 km/h. Or, on se rend compte que, par exemple, dans une ville où les transports en commun sont un peu moins performants, on est plutôt autour de 13 km/h, et donc où la voiture apparaît comme beaucoup plus performante, alors la part de marché du TC est à 10%. À l'inverse, quand les vitesses se rapprochent, la part du marché du transport en commun peut doubler.
Et donc après, on va voir ces évolutions dans le temps, parce qu'évidemment, il s'est passé énormément de choses, et ça a été un des grands enseignements. On avait l'impression parfois que les comportements en termes de mobilité étaient assez figés. Évidemment, avec le Covid, on s'est rendu compte que les gens s'adaptaient extrêmement rapidement au sujet et aux évolutions. Et toute la question, et ça va être aussi l'intervention d'Éric, c'est de voir qu'est-ce qu'on va garder de structurel là-dedans. Nous, ce qu'on a vu, par exemple, c'est ces baisses des flux très forts, évidemment, vers le centre de Paris, et aussi assez inégales. Par exemple, en février 21, il y avait 25% de flux en moins de la Petite Couronne vers le centre de Paris, mais 40% de flux en moins entre la Grande Couronne et Paris. Qu'est-ce qui va rester de ça? Des habitudes nouvelles. On voit que la marche à pied a pris beaucoup d'essor, que les trajets de plus de 3 km ont augmenté de près de 200%. Donc voilà, est-ce que ça va être une tendance qui va perdurer? Et le dernier point qui nous a beaucoup frappé, c'est que tous ces comportements rationnels individuellement, ils créent de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'il y avait la peur de tout le monde, au moment notamment du déconfinement, de se retrouver très entassés dans les lieux. Et on a vu des phénomènes de régulation naturelle très forts. Par exemple, on a regardé dans les 5 plus grands centres commerciaux franciliens la façon dont les gens, avant, il y avait un pic très très fort le samedi après-midi, où on se retrouvait avec des fréquentations extrêmement fortes. Et bien ces fréquentations-là, elles ont baissé de quasiment 40%, et elles se sont étalées sur d'autres jours et d'autres moments de la semaine, sans savoir qu'est-ce qui pouvait permettre à chacun de s'organiser pour trouver ces éléments-là. Et donc voilà, il y a beaucoup de tendances comme ça qui apparaissent et qu'on retrouve aussi bien sûr dans les enquêtes. Donc là, vous nous parlez de cette tendance où on parle de rationalité individuelle qui se transforme en intelligence collective, où on a justement évité d'aller dans les heures affluentes tous ensemble dans les supermarchés. Est-ce qu'on retrouve cette même tendance dans les transports du coup? Ça se passe de la même façon? Alors, on a encore un peu moins de monde aujourd'hui dans les transports, mais on sent effectivement que l'heure de pointe, elle est plus émoussée qu'avant. Elle était évidemment très forte avant. Il y a plusieurs phénomènes qui restent. Évidemment, il y a celui du télétravail, qui touche principalement les cols blancs et les cadres, et donc tous ceux qu'on retrouvait justement sur ces heures de pointe. On voit que c'est un peu moins le cas sur la pré-pointe du matin, c'est-à-dire là où on a des gens qui ont moins le choix de prendre le transport public. Et donc ça, c'est vraiment des interrogations pour demain. Est-ce que ces tendances, elles vont persister? Et si oui, quels impacts elles auront? Bien sûr, on verra tout ça par la suite, effectivement. Alors, je vais passer à Éric maintenant. On va revenir sur cette crise du Covid-19. Est-ce que tous les Franciliens et les Franciliennes ont vécu la mobilité de la même manière? Je crois que non, mais on va avoir une explication précise. Oui, alors on ne peut pas dire ça, parce qu'en fait, comme on le dit souvent, la société elle est composée de citoyens et de citoyennes qui vivent de toute façon de manière différente. Alors bien sûr, on va parler du lieu d'habitat, dont on a beaucoup parlé, mais c'est qu'un aspect des choses. Dire, on peut être seul. On oublie qu'il y a 37% des ménages franciliens qui sont composés d'une seule personne. Donc si on souffre de la solitude, dans ces 2 millions d'adultes souffrent de la solitude, ils ont pu vivre, par exemple, cette période-là, ils l'ont vécu beaucoup plus difficilement que ceux qui sont intégrés, parce que j'ai pas pu voir mes petits-enfants, j'ai pas pu voir mon amoureuse qui habitait à l'autre bout de Paris, etc. Donc ces éléments-là sont très structurants. Le deuxième aspect, c'est la santé. C'est-à-dire qu'il y a 40% des Franciliens qui soit se considèrent comme étant à risque vis-à-vis du Covid, soit vivant avec quelqu'un à risque, soit s'occupant d'une personne âgée dépendante. 4 sur 10. Et ça explique beaucoup de différences comportementales, de vécu pendant cette période-là par rapport à ceux qui ne sont pas comme ça. Ensuite, avec les études qu'on a menées avec les sociologues, on se rend compte qu'il y a un clivage entre ceux qui ont la chance de pouvoir télétravailler et ceux qui sont allés sur leur lieu de travail. Parce qu'eux, ils ont l'impression d'avoir été quelque part, d'avoir traversé cette période-là, un peu au premier front, d'avoir été quelquefois un peu oublié, et d'avoir été obligé de se rendre sur ces lieux-là. Et n'oublions pas que le couvre-feu, cette année, il a été mis en place à partir de novembre, où la nuit tombe tôt. Et à partir de 19h, comme globalement les réseaux de transport ont chuté d'à peu près 80%, on s'est retrouvé pour les gens qui ont été obligés de se rendre à leur travail et qui ont des horaires décalés, en particulier si ce sont des femmes, mais pas seulement, dans un environnement qui pouvait créer de l'anxiété. Donc on ne l'a pas traversé de la même manière que les autres. Et puis bien évidemment, on ne peut pas oublier notre état d'esprit. Il y a des gens pour qui ça a été une opportunité. Vous savez,
un certain nombre de personnes qu'on identifie dans les enquêtes qui étaient déjà auparavant sur il faudrait décélérer notre rythme, il faudrait aller un peu moins loin, se recentrer sur la proximité. Cette période-là, c'est une période rêvée. On appuie un peu sur une mode pause et puis on en profite un peu de cette opportunité pour réorienter des choses. Et puis il y a ceux, par contre, qui ont été désemparés par rapport à cette période-là. Donc vraiment, et puis ici, le dernier point qui est très important, c'est j'ai le choix ou pas. Dire que globalement, est-ce qu'il y a à peu près, il y a plus de 2 millions de franciliens, de ménages franciliens qui n'ont pas de voiture, hein, un peu plus de 600 000 sur Paris. Donc, si j'ai le choix d'avoir une voiture, j'ai mieux vécu que si j'ai pas le choix d'en avoir. Si je peux marcher facilement à pied pour trouver une alternative au transport public, même sur une partie du tronçon, c'est plus agréable. Si j'ai une solution en vélo, ça va. Et si je ne l'ai pas, parce que je ne peux pas en faire, parce que c'est difficile, j'ai plus mal traversé. Donc, il y a tout un tas de situations différentes et qui se mélangent entre elles d'ailleurs. Hein, donc c'est très intéressant à voir. Et donc la conclusion, c'est qu'il ne faut jamais essentialiser. C'est-à-dire on ne peut pas raisonner qu'en moyenne. Il y a toute une analyse fine à mener sur la société pour pouvoir d'ailleurs essayer de reconstruire demain. Oui, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est extrêmement intéressant. J'aimerais qu'on parle aussi de la sécurisation sanitaire. Est-ce que ça a été perçu très fortement par la population ? J'imagine. Oui, c'est clair que globalement, d'ailleurs, ça correspond à ce qu'a dit David sur la rationalité collective, où on voit la chute très forte dans les centres commerciaux le samedi après-midi, dans les transports publics. Oui, les lieux où il y a du monde et où on ne connaît pas les gens font peur. Donc bien sûr et les lieux clos, donc les transports publics dans lesquels on va se retrouver pas avec des gens qu'on ne connaît pas font peur. Pourquoi ? Parce que globalement, on a une confiance, on a été très étonnés dans les enquêtes que l'on fait. La confiance, on l'attribue aux gens qu'on connaît. Donc si vous faites partie de ma famille, ou si vous êtes dans mon relationnel, amical, collègue, je fais confiance à peu près 85-90%. Si en revanche je me trouve avec des inconnus, la confiance, elle tombe à 30%. Donc bien évidemment, quand je suis dans des lieux où il y a de la foule et des gens composés d'anonymes, j'ai traversé cette période en ayant peur. Donc il y a eu toute une stratégie d'évitement et une attente très très forte dans tous les lieux sur la prise en compte de l'hygiène. On pourrait dire qu'il y a un nouvel ordre sanitaire qui quelque part est une attente et qui va pas être que le temps de la crise, mais y compris au-delà. Pourquoi ? Parce qu'il s'instaure dans la population française, globalement, et francilienne, hein, si on regarde, qu'il y a des optimistes qui pensent que fin 2021 c'est terminé, donc ça c'est les chiffres d'avril, de l'enquête d'avril. Et puis en gros, il y a les pessimistes, 40%, qui pensent qu'au plus tôt ce sera après 2022, voire jamais. Donc quelque part, ceux-là, ils pensent que ce n'est pas des mesures qu'il faut prendre dans l'instantanéité, mais que c'est complètement quelque chose qu'il faut refonder. Donc le port du masque, il faudrait peut-être le porter tout le temps, les gels hydroalcooliques en permanence partout, les habitudes de plus faire la bise, sur les relations physiques. Il y a toute une partie des gens qui pensent que c'est fait pour durer. Et donc une attente extraordinaire par rapport à l'ensemble des acteurs pour que ce soit pris en compte dans la société. Alors, on parle aussi de l'évolution de ce que l'on nomme la fleximobilité, pour ne pas être totalement dépendant des transports. Vous l'avez bien expliqué, marcher, faire du vélo quand on a le choix, pourquoi pas prendre la voiture, etc. Ça a fortement marqué la population. Est-ce qu'on peut aller un peu plus profondément, si je puis dire, dans cette tendance ? Alors aujourd'hui, oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un changement par rapport au vélo et par rapport à la marche à pied, très très net. Par contre, on fait un observatoire de 4500 personnes qu'on suit régulièrement. Et si on regarde l'échantillon spécifique Île-de-France, on se rend compte que, comme partout en France, le pourcentage des gens qui, au cours du mois, font du vélo, de la trottinette ou marchent, c'est à des positions à peu près figées depuis le mois de juin-juillet. Dire globalement, il y a eu une forte évolution entre avant le premier confinement et après. Mais globalement, si on regarde le nombre de gens qui pratiquent, en gros, sur un mois, en Île-de-France, c'est 25% qui pratiquent le vélo ou la trottinette, électrique ou pas électrique. La marche longue distance, hors promenade, c'est 50% dans le mois. Donc, ce que dit David quand il dit qu'il a observé avec les traces GPS une augmentation de la marche, c'est clair que la marche, elle est invisible, parce qu'elle est tellement habituelle qu'on finit par plus y faire attention. Donc on ne la voit plus, la marche. Et en fait, c'est elle qui s'est non seulement le plus développée, et qui concerne le plus de personnes, parce qu'elle est très inclusive. Voilà, donc ça, c'est des stratégies. Et la marche se combine très bien avec
avec le transport public. C'est-à-dire qu'on a vu des tas de stratégies de gens qui disaient avant d'arriver à un lieu de correspondance où il y a du monde, puisque je crains la foule, je descends 2 stations avant, je marche à pied et éventuellement je reprends après. Et là, c'est une manière, alors assez curieuse, au départ ça a été fait pour éviter les lieux où il y a de la foule, et après c'est comme les gens qui font du vélo, ils disent « Ah mais c'est pas mal de combiner les deux ». Dire que j'ai l'avantage du transport public, là où ça roule bien, il n'y a pas de problème. Et puis à un moment, je marche à pied et ça me fait du bien pour la santé. C'est comme les gens qui progressivement sont mis au vélo et qui ont trouvé que c'était agréable. Voilà. Oui, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on va garder ces habitudes? Qu'est-ce qui va en rester demain? On a parlé de télétravail, du vélo. Qu'est-ce qu'on va garder comme tendance, si on peut faire de la prévision? Alors c'est difficile, à partir de ce qui se passe aujourd'hui, de savoir ce qui va se passer demain. Donc on pourrait se brûler. Voilà. Mais il y a quelques éléments sur lesquels on peut dire. Le télétravail, la région Île-de-France est la région où le plus de salariés peuvent se permettre de télétravailler par la nature des emplois. Tu le disais, David, les cols blancs, etc., c'est en Île-de-France, par la structure de l'emploi, qu'il y en a le plus. À peu près, on va dire, 60% des métiers pourraient télétravailler. Et ce que l'on voit d'enquête en enquête, c'est que les gens qui aimeraient conserver la possibilité de télétravailler augmentent. C'est-à-dire qu'à la fin du premier confinement, pour les parents avec enfants, ça n'a pas été forcément une période idéale si vous aviez des jeunes enfants. Après, les jeunes enfants, ils avaient cours. Le collège, donc l'expérience est un peu mieux. Puis les gens ont trouvé un coin, se sont aménagés, etc. Et globalement, le désir de télétravail augmente. Ce n'est pas le désir de télétravail absolu. Les gens ont besoin de contacts sociaux et d'aller dans l'entreprise. Mais 1-2 jours par semaine, c'est ce type-là qui va augmenter beaucoup. On pourrait penser que ça va durer. Deuxième chose, je vous l'ai dit, c'est le sanitaire, l'exigence du sanitaire. C'est l'exigence par rapport à la désaturation. Dire que là, c'est pareil, les sociologues nous disent on a franchi un cap. C'est-à-dire que globalement, demain, il y aura une nouvelle exigence en termes de nombre de personnes à l'intérieur des transports publics et globalement des lieux publics où il y a du monde. Donc il va falloir qu'on gère ça. Donc toutes les politiques d'étalement horaire qu'avait commencé à mener la région, la présidente de région avec des entreprises à la Défense, à la Seine-Saint-Denis, avec les campus et les entreprises, il faut peut-être encore aller plus loin. C'est l'occasion rêvée pour y arriver sur la désaturation. C'est un élément essentiel. Après, il y a d'autres choses, le besoin de nature, on peut penser, ou le besoin de proximité. A priori, je dis bien a priori, ce sont des choses qui devraient s'ancrer progressivement. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, où vous nous parliez d'avoir le choix de prendre la voiture. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour les ménages qui n'auraient pas le choix de prendre la voiture et de partir bénéficier de ce que vous disiez, la nature, ce patrimoine qui a été valorisé finalement pendant le confinement? Comment on peut adapter l'offre de mobilité pour que tout le monde puisse avoir accès à cette nature? Alors oui, il y a une demande très très forte. Je veux dire, ce à quoi on ne faisait pas attention avant, parce que ça faisait partie un peu du paysage mental, mais sans plus, le patrimoine naturel de proximité est remonté sur le devant de la scène. C'est-à-dire tout d'un coup, on a redécouvert que dans son environnement, dans la région, il y avait des endroits très agréables. C'est ce que fait Transilien, d'ailleurs, en valorisant les lieux, les bords de la Marne, etc., en disant vous pouviez aller le week-end, et ensuite de s'associer, par exemple, avec des fédérations de randonnée pour donner envie aux gens de partir des endroits denses quand ils n'ont pas de voiture et d'être au contact de la nature, du patrimoine bâti, du moulin, de Chelles, etc., peu importe, des endroits qui donnent envie de sortir de la ville et qui vont d'ailleurs jouer sur le fait qu'on peut avoir envie d'y rester. Dire que globalement, si on n'a pas ce contact avec la nature, ça peut donner envie à des gens d'aller vivre ailleurs. Si on dit non seulement on désature les transports publics en semaine pour aller au travail, aux études ou pour n'importe quel autre type de déplacement qui sont excessivement nombreux, et qu'en plus on s'occupe aussi d'amener les gens sur les lieux naturels, on donne un argument de plus pour inciter les gens à être dans un territoire vivable et dans lequel on a envie de vivre. C'est vrai qu'on le voit de toute façon, la désaturation des villes avec les gens qui vont acheter des maisons, alors pas forcément en banlieue d'Île-de-France, mais même dans d'autres villes et vraiment à la campagne, c'est une tendance qu'on a vu évoluer. On a aussi, pendant cette période, beaucoup parlé de personnes dites à risque, les personnes à risque, personnes âgées, personnes fragiles. Comment la mobilité évolue pour que tous puissent y trouver son compte, Éric ? Alors, la fragilité, effectivement, elle augmente beaucoup. Et je veux dire, la période qu'on vient de traverser, elle est intéressante parce que c'était un révélateur de notre société qui est en phase de transition démographique.
C'est-à-dire qu'on n'a jamais parlé autant des EHPAD, des gens qui étaient âgés pour l'ordre des vaccinations. Et tout d'un coup, dans le débat public, c'est sorti au grand jour, quoi. Et si je prends l'Île-de-France, qui est une région très jeune, la plus jeune de France, il y a quand même pas loin maintenant de 900 000 personnes qui ont plus de 75 ans. De l'autre côté, il y a la progression, les progrès de la médecine, qui fait qu'aujourd'hui, entre 15 et 75 ans, donc j'enlève les plus de 75 ans qui sont près de 900 000, vous avez 1 500 000 franciliens, franciliennes qui sont dans les protocoles des affections de longue durée de la sécurité sociale, c'est-à-dire qui sont malades, tumeurs malignes, maladies coronaires, et qui sont suivis et qui ont des fragilités invisibles. Et puis bien sûr, quand on a des fragilités, elles ne sont pas forcément de l'ordre des affections de longue durée. Ça peut être des fragilités qui sont liées à de l'arthrose, liées aux yeux, liées à tout un tas de problèmes spécifiques, quelquefois tabous. Je veux dire, allez, je vais le dire, la prostate pour les hommes, la ménopause pour les femmes, je suis désolé, ce sont des vrais problèmes qui ont un impact sur la mobilité, mais qui sont tabous, donc qui ne sont jamais dits dans le monde, au niveau public. Et tout ça, aujourd'hui, une région bienveillante, des territoires bienveillants, c'est de prendre en compte cette diversité de situations par la mobilité pour que les personnes, effectivement, ne regardent pas, qu'on ne bâtisse pas des solutions de mobilité que pour les gens qui se déclarent en forme, qui sont en forme, parce que c'est l'image qu'on a envie de renvoyer de nous, mais qui soient attentifs justement à toutes ces fragilités, qui ne sont dans l'ensemble pas visibles comme le logo l'indique ici, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, on ne le décèle pas à l'œil nu, et pourtant c'est fondamental pour faire des territoires des grandes villes, en particulier l'Île-de-France, une région qui soit bienveillante et accueillante, où chacun se sente à sa place. Ce qui est d'ailleurs la définition d'une région, d'une smart région, c'est où chacun doit trouver sa place. Donc ça nous oblige tous à prendre en compte cette dimension-là, c'est absolument essentiel. Merci beaucoup Eric. Alors Youhen, suite à la crise, comment sera la mobilité en Île-de-France ? Alors l'enjeu, vous l'avez compris, c'est de bien comprendre les attentes de nos concitoyens, les évolutions des comportements de mobilité, surtout avec les ruptures que nous vivons. Nous ajoutons des outils justement d'analyse qui sont territorialisés et qui permettent au plus près des territoires de comprendre. Alors je pense que l'enjeu véritable, il est de faire en sorte que après la crise climatique, la crise écologique, et maintenant la crise sanitaire, on ne sort pas de la crise sanitaire avec une accélération de la crise climatique et de la crise écologique. Donc ça veut dire que il ne faut pas que la sortie de la crise sanitaire soit le retour au tout-voiture des années 70, une désaffection des transports en commun, mais justement, il faut que cette relance, et je crois qu'on est au salon où on va parler de relance pour les territoires, donc on est là dans la relance verte, il faut absolument que le transport public devienne un des moteurs de la relance, notamment en Île-de-France. Sinon, on aura le tout-voiture, la congestion, des atteintes au pouvoir d'achat, parce que se déplacer en voiture, avec en plus les prix du pétrole qui vont réaugmenter, ça sera un impact majeur. Donc à nous de prouver que le transport public est compétitif en termes de gain de temps, en termes sanitaires, en termes de confort et d'un point de vue également économique et du point de vue du pouvoir d'achat. Alors évidemment, nous on appelle de nos voeux et on travaille avec notre autorité organisatrice, Île-de-France Mobilité, sur le maintien, je dirais, de la forte dynamique de croissance des transports publics en Île-de-France. Sur les dernières années, on était à environ 4 à 5% de croissance en moyenne. On a besoin de continuer cette dynamique tous ensemble, de manière à ce que les voyageurs puissent trouver une offre de transport public qui corresponde à leurs besoins. Alors peut-être avec moins de transport à l'heure de pointe, puisqu'il y a éventuellement un écrêtement lié au développement du télétravail, mais en fait il va y avoir, on le pense, une forte accélération d'une dynamique qu'on avait déjà observée avant la crise du Covid, qui est en fait le fort dynamisme des transports qui ne sont pas liés au lien domicile-travail ou domicile-études, qui ne sont pas liés à l'heure de pointe et qui aujourd'hui déjà représentaient, enfin quand je dis aujourd'hui c'est avant la crise du Covid, représentaient 70% des déplacements. Voilà, donc en fait il va y avoir une augmentation des autres motifs de déplacement, la famille, les amis, les rendez-vous médicaux, le loisir évidemment.
Et donc, il va y avoir cette continuité de croissance, même si on peut avoir, au fil de la journée, des périodes, une vision un petit peu différente. Alors, ce qu'on doit faire, c'est réassurer aussi nos voyageurs, réassurer... alors, d'abord, pour leur dire que voilà, quand ils attendent le bus, ils ne vont pas tomber sur un bus où il y aura déjà 80 personnes à bord, puisque, comme Eric l'a dit, nos voyageurs sont en attente, je dirais, d'une certaine distanciation sociale qui va demeurer. Donc, on développe des nouveaux outils qui permettent, par exemple, d'avoir de manière prédictive la charge à bord des véhicules pour que les voyageurs, en toute connaissance de cause, sachent en fait prévoir leur trajet en fonction du niveau, je dirais, de remplissage des véhicules. Mais parce que là, la distanciation sociale dans les transports, pour être très concret, elle est compliquée à mettre en œuvre. Quand on prend un bus ou un métro, on n'a pas vraiment de distanciation. Le premier levier de distanciation, c'est qu'il y ait plus de bus. Parce que si vous avez plus de bus pour transporter autant de voyageurs, déjà, vous offrez un service qui est un service d'une meilleure distanciation sociale. Deuxième possibilité, c'est ce que j'indiquais, c'est en plus d'informer clairement les voyageurs sur le niveau. Donc voilà, c'est une certaine manière réassurer, déstresser les voyageurs. Troisièmement, c'est la demande sanitaire, donc le port du masque qui va rester encore, j'imagine, pendant quelques mois, et en tout cas, on s'applique à maintenir cette discipline au sein des réseaux que l'on exploite. On a vu brièvement l'image, c'est également la désinfection, c'est-à-dire on doit à nos voyageurs une propreté de nos véhicules irréprochable. Donc ça nous a permis de développer de cette crise sanitaire en fait de nouvelles techniques. Des nouvelles techniques de désinfection avec des nouveaux produits, des innovations également, avec, par exemple, on travaille avec Île-de-France Mobilité sur des tissus qui s'auto-nettoient ou des barres de maintien, des barres de contact dans nos bus qui sont composés de matériaux qui sont par définition virucides, hein, c'est-à-dire que les bactéries et les virus ne s'accrochent pas sur ces matériaux. Donc ça a suscité de l'innovation. On travaille également sur le parcours sans contact, hein, c'est-à-dire comment éviter pour que les voyageurs aient à appuyer sur un bouton, à s'asseoir, à accrocher une barre de maintien lorsqu'ils veulent s'asseoir ou se relever. Donc on travaille également sur le parcours client pour éviter au mieux les points de contact. Ça fait partie de la réassurance. Et puis au-delà de ça, il faut continuer aussi à rendre les transports attractifs. Les transports attractifs, ça va être des transports aussi propres. On a parlé de la transition écologique, donc on rendra les transports publics encore plus attractifs si on accélère, ce qui est le cas, la transition vers le biogaz, vers l'électrique, qui offre aussi des véhicules plus confortables et non polluants, plus silencieux. Et enfin, dernier point que je voulais souligner, c'est que nos clients, c'est vraiment en Île-de-France, dans toutes les enquêtes clients que l'on relève, ils sont très sensibles au sentiment d'insécurité. Donc ce qu'on doit à nos clients, c'est une présence humaine très importante sur les réseaux de transport public. Et là, Keolis, avec Île-de-France Mobilité, déploie des nouvelles solutions avec la création d'une nouvelle entité qui s'appelle Keolis Contrôle et Humanisation, voilà, qui professionnalise toute notre démarche de prévention, de médiation, de contrôle et de sûreté dans les transports publics en Île-de-France, et y compris faisant appel à des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Voilà, le jour où nos clients se sentiront complètement en confiance dans les transports publics parce que c'est propre, ils en ont la garantie, ils savent quel va être le niveau d'occupation, et puis il y a une présence humaine, je dirais, on aura tous les atouts pour réussir le défi qui est devant nous, hein, le défi écologique, économique, du pouvoir d'achat, qui est de relancer, je dirais, notre pays et également, surtout la région Île-de-France, par un transport public compétitif. On a vraiment balayé tous les enjeux, tous les projets, les innovations. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Est-ce que dans l'Assemblée, vous auriez des questions à poser à nos intervenants ? Une ou deux questions. Je sais que tout a été dit, mais vous pourriez avoir besoin de précision quand même, non ? Je sais pas. Personne n'a de questions ? Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être sur, je ne sais pas quel sujet, l'un ou l'autre, Youenn, pour commencer ? La crise sanitaire, elle nous a amené à nous réinterroger finalement
comme toutes les périodes de rupture, sur les besoins. Donc à travers la démarche Kéoscopie qui est animée par Eric, effectivement, on avait déjà anticipé, je dirais, un certain nombre d'évolutions de comportements, de besoins de mobilité, avec une forte territorialisation, parce qu'en Ile-de-France, les territoires sont très divers et donc les besoins ne sont pas semblables. Mais du coup, on s'était doté des outils qui, dans cette période de rupture, nous ont permis vraiment assez rapidement d'approfondir pour capter justement les ruptures en termes de comportement et d'attente de nos voyageurs. Donc l'enjeu de cette sortie de crise, c'est justement de mettre en place tous ces outils, y compris les outils d'analyse dont David a parlé, pour être en capacité de proposer aux différents territoires franciliens des outils précis d'analyse, de mesure, qui permettent de bien comprendre les attentes des habitants et surtout qu'il n'y ait pas de temps de latence entre la sortie de crise et puis l'adaptation, si elle est nécessaire, des réseaux de transport en Ile-de-France. Voilà, donc c'est toute cette démarche à la fois qualitative et quantitative qui va nous permettre d'anticiper et puis justement de répondre au mieux aux attentes des Franciliens. Parfait, merci beaucoup. L'anticipation, c'est le maître mot, ça c'est certain. J'aimerais qu'on regarde une petite vidéo tout de suite pour finir et on reviendra peut-être avec une ou deux questions. On verra si vous voulez aussi rajouter quelque chose. Donc on regarde cette vidéo. Alors, de retour sur cette conférence, on va continuer avec un mot supplémentaire de Eric pour conclure. Un ajout. Non, comme si ce n'était pas prévu. Voilà, un ajout pour dire que tout ce qu'a développé Yuen et ce qu'on voit dans ce film, c'est-à-dire tout ce qui a été dit sur cette nécessité de rassurer, de désaturer, de rendre plus agréable la vie des voyageurs et des voyageuses sous toutes leurs facettes, c'est un élément indispensable parce que la mobilité, c'est l'irritant numéro 1, quelquefois dans les grandes villes, que ce soit sous la congestion, etc. N'oublions pas qu'en Ile-de-France, quelque part, si on regarde les chiffres de l'INSEE, sur les 10 dernières années, il y a en fait, c'est comme si on avait perdu, c'est-à-dire que la région Île-de-France, on le sait bien, hein, il y a des gens qui la quittent, donc il y a 500 000 personnes, en gros sur les 10 ans, le solde négatif est de 500 000. Par contre, comme c'est une région jeune, il y a beaucoup de naissances par rapport au décès, donc il y a eu 1 million de personnes de plus, enfin un solde naturel d'1 million. Donc 1 million de naissances par rapport au décès en solde positif, 500 000 de personnes en plus qui partent que ceux qui arrivent, ça vous fait plus 600 000 habitants à l'espace de 10 ans. D'accord. Donc ça, c'est important de se dire, il faut qu'on ait envie de vivre dans cette région qui est absolument magnifique, qui a plein d'atouts, etc. Et la mobilité est un enjeu essentiel de séduction, de fidélisation à cette région capitale qui a un nombre d'atouts pour y vivre qui sont absolument extraordinaires, qui fait l'envie de tas de territoires, y compris au-delà des frontières. Et donc cette mobilité-là,
cette mobilité inclusive, cette mobilité attentionnée, c'est essentiel pour rendre les gens fiers et heureux d'habiter sur ce territoire-là. Ça paraît, enfin, vraiment, c'est un enjeu essentiel pour le territoire de demain. Enfin, voilà, et donner cette envie, c'est essentiel. Merci beaucoup, Éric David, pour finir. Non ? Oui, ce sera l'enjeu, et puis on sera là évidemment pour arriver à adapter progressivement notre offre et nos besoins au fur et à mesure qu'on ressentira ces nouveaux besoins. Un des grands enjeux, ce sera aussi de suivre la congestion, qui est un des problèmes majeurs, et de trouver des solutions alternatives pour pallier à ça, et qu'on ait tous envie de continuer à vivre dans cette belle région. Merci beaucoup à vous trois. Tous continuez à vivre dans cette belle région. Ce sera le mot de la fin. Je vous laisse, je n'ai plus de questions. Eux non plus. Donc c'est fini pour cette conférence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve bientôt pour d'autres conférences.